qui date depuis 2008. Elle a été créée aux États-Unis à la base. Elle s'est propagée ensuite partout sur la planète. On a beaucoup de partisans, enfin beaucoup de membres au Brésil, en Amérique du Sud en général. On a, en Europe, on n'est pas si mal. Surtout dans les pays de l'Est, on a réussi à avoir pas mal de membres. Et puis en Suisse, j'ai essayé depuis 2008 de faire cette association Students for Liberty. Le principe, c'est assez simple, c'est qu'on veut défendre la liberté donc sur deux axes. Un axe principal, c'est justement de faire la promotion des initiatives qui viennent des citoyens, donc typiquement justement les monnaies alternatives ou des nouvelles solutions de marché. Et puis un autre axe, c'est simplement aussi critiquer, avoir un regard, on va dire raisonné sur l'intervention de l'État, quelles sont ses limites, où sont justement les fois où elle rentre dans un esprit dirigiste qui est contraire justement à la nature des coopérations individuelles et qui justement pose problème et contredit en fait ce que ces initiatives essaient de mettre en place. Donc on a fait trois initiatives jusqu'à maintenant. On avait fait l'année passée au mois de novembre, j'avais invité d'ailleurs Alexis pour parler de la monnaie. Donc on avait vraiment fait une journée complète avec 8 conférences sur les monnaies fiat, donc la monnaie actuelle. Donc toute la question de d'où venait la monnaie là, d'où venait notre monnaie actuellement, d'où viennent les banques centrales, les problèmes qui se posent actuellement, l'état des marchés, et puis aussi bien sûr toutes les solutions alternatives qui existent, et notamment le blockchain. Et Alexis a fait une superbe conférence qu'on a filmée d'ailleurs, qu'on a mis sur YouTube. Donc si vous tapez le nom de notre association, vous le trouvez rapidement sur Internet. Et ce soir, on veut rentrer plus spécifiquement là-dessus, sans parler justement des autres monnaies et des monnaies actuelles, et de l'état du marché, mais bon, ça va peut-être venir avec les questions et puis avec le débat qui va se faire ici, mais surtout pour présenter qu'est-ce que c'est actuellement, parce que beaucoup de gens se posent la question, et donc là c'est l'occasion de voir un peu plus en détail comment ça fonctionne, quel est l'intérêt de cette monnaie, est-ce que c'est une solution au marasme actuel monétaire qui va peut-être poser de nouveau des problèmes financiers, et puis j'espère que ça va beaucoup vous intéresser. J'ai mis, si jamais il y en a pas mal de goodies, comme on dit, on a des t-shirts à disposition, des livres, vous pouvez prendre, c'est tout gratuit. On a juste mis un chapeau à l'extérieur si vous voulez faire un petit don pour notre association. Et puis je vous remercie en tout cas pour vos futures questions, votre intérêt. Donc on va faire 45 minutes, enfin je ne sais pas combien de temps tu as prévu. On va faire le temps qu'il faudra, une petite présentation, et puis après des questions. Donc on n'est pas très nombreux, ça va être sympa, on peut profiter pour avoir des échanges. Et puis après je vous propose de nous rendre à l'imprévu, on pourra continuer à discuter, boire quelques bières, et puis rentrer un peu plus dans le détail si vous le désirez. Donc voilà Alexis, je te laisse la parole. Merci. Alors j'ai pas de présentation, j'ai décidé de vous mettre en fait le blockchain de Bitcoin d'abord, après on verra celui d'Ethereum aussi qui circule derrière, le Trust. D'abord une petite question rapidement, qui a déjà un wallet Bitcoin dans la salle? Voilà, 4, 5, et qui a des Bitcoins dessus? Là on descend, ok. Okay. Donc je vais quand même expliquer un petit peu techniquement comment ça fonctionne, quels sont les principes fondamentaux. Les principes sont relativement identiques entre le Bitcoin et l'Ether. Et puis ensuite, en deuxième partie, je vais expliquer pourquoi moi je pense, depuis quelques années maintenant, et pourquoi je me lance mon business et que je suis très actif au niveau lobby par rapport à ça, pourquoi je pense que c'est un changement fondamental qui est en train de se passer, qui est un changement d'infrastructure en réalité que l'on va vivre. Alors, rapidement, donc, le Bitcoin, c'est la première monnaie, c'est pour ça qu'on entend de plus parler. C'est la plus ancienne, elle date de 2009, et a été inventée par quelqu'un de très mystérieux qui s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes, mais en tout cas c'est une personne qui, au début, en 2008, a écrit un white paper, a écrit un descriptif de comment est-ce que devrait fonctionner la monnaie.
une monnaie électronique. Et en fait, les monnaies électroniques, ça fait depuis des années qu'on recherche ça. Il y a eu beaucoup d'autres expériences qui ont existé. Et le génie en fait de ce Satoshi Nakamoto, ça a été de mettre ensemble des blocs de technologie et il a trouvé un peu finalement la formule magique qui fait que la monnaie d'un coup a pris vie et a trouvé une communauté qui allait utiliser cette monnaie-là. Hein, parce qu'une monnaie, ça a plein de caractéristiques, ça doit conserver stocker la valeur, ça doit permettre des échanges, ça doit faire un certain nombre de choses qui est ce qu'on connaît de chaque monnaie, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la monnaie, c'est aussi lié à un environnement, à une communauté, et ça transporte une identité, c'est lié à l'identité de la communauté. Et là, on voit que c'est cette monnaie-là qui a été prise par la communauté du numérique, la communauté internationale et qui développe l'économie numérique, a pris cette monnaie-là comme étant sa monnaie de référence. Le principe, il est d'abord qu'on est dans du logiciel open source. Ça veut dire que tout le code, tout ce que vous voyez, tout est transparent. C'est un des principes fondamentaux du Bitcoin, c'est que pour assurer finalement la sécurité des transactions, on va à l'opposé du système classique où on essaye de tout garder secret derrière des coffres forts. On va en fait tout mettre sur la place publique. On va faire que tout soit lisible par tout le monde. Et c'est la masse en fait, de gens qui regardent, des ordinateurs qui regardent, qui s'assurent qu'en fait il y a des copies à foison et on ne peut pas venir intervenir en essayant de mettre une fausse transaction par exemple dans le système. Elle ne serait pas acceptée par le reste du réseau qui dit non, on ne la reconnaît pas cette transaction-là. Donc en fait c'est une sécurité par la transparence et par la multiplication des copies du système à travers le réseau Internet. Bitcoin est fait de deux éléments principaux. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le réseau Bitcoin. Alors, on fait la différence avec un B majuscule et un B minuscule entre le réseau Bitcoin et puis les jetons, qui sont les Bitcoins que l'on voit circuler ici. Ce réseau, en fait, finalement, ce sont des ordinateurs qui sont connectés de manière entièrement décentralisée. C'est un réseau peer-to-peer. Alors, ça a été pris finalement de ces réseaux peer-to-peer de téléchargement de musique, par exemple. C'est la même, ce qu'on appelle torrent, c'est un peu la même technologie. Ça veut dire que vous allez envoyer une transaction, cette transaction, vous la propagez. Personne n'est dans le point central du réseau. Vous voulez envoyer une transaction à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout, la transaction, elle va transiter par plusieurs personnes. Si un ordinateur tombe en cours de route, ça va prendre un autre chemin et ça va arriver à la personne, à la destination que l'on veut. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la mémoire du Bitcoin. Quelqu'un envoie une transaction à quelqu'un d'autre et c'est un réseau complètement peer-to-peer. Le problème avec l'argent numérique, c'est qu'on doit quand même on est quand même dans un environnement numérique. Et donc, une des principales caractéristiques du numérique, c'est qu'on peut copier. On est dans une économie à coût marginal nul. C'est tout ce grand changement qui est en train de se passer au niveau vraiment fondamental économique. Et qu'on voit ici directement, ça veut dire qu'une copie d'un fichier informatique peut se faire à l'infini. Et on ne peut pas arrêter finalement cette copie-là. Alors, on a un problème évidemment quand on fait de la monnaie, parce que si j'envoie un bitcoin, je peux effectivement reprendre ce même bitcoin et le renvoyer à quelqu'un d'autre. Rien ne m'empêche de le faire. J'envoie un bitcoin, quelqu'un d'autre peut voir cette transaction, peut la copier, peut la refaire. Alors il fallait trouver une réponse à ce problème-là, qui était ce qu'on appelle le problème du double spend. Ça veut dire qu'on peut dépenser deux fois le même argent. Ce qui est tout à fait possible dans les monnaies fiat que l'on connaît aujourd'hui, qui sont numériques, mais qui n'est pas possible grâce au blockchain, qui lui vient en deuxième partie. Donc une fois que la transaction a circulé sur le réseau et qu'elle a été vue par tout le monde, il y a des acteurs particuliers du réseau qui s'appellent les mineurs, qui vont prendre cette transaction, qui vont la regarder, l'observer, l'étudier, l'analyser en termes de cryptographie, vérifier qu'elle a été bien formulée, et que la personne qui avait les bitcoins, cette personne qui a envoyé avait bien les bitcoins à disposition, et que la personne qui a reçu les a bien reçus. Et à ce moment-là, va inscrire cette transaction-là dans un livre de compte. Et ce livre de compte, on appelle ça le blockchain, parce que c'est un livre de compte qui est fait par bloc.
On peut tout à fait imaginer un livre de compte un classique, un grand cahier. Dans chaque page, on met une transaction, enfin, on remplit la page de transaction. À la fin de la page, on numérote la page, on tourne et on passe au bloc suivant. La particularité de ce blockchain, c'est que ce livre-là, la copie de ce livre-là existe dans tous les ordinateurs qui participent au réseau. Donc, en fait, ce livre de compte, il est partagé. Donc, si jamais quelqu'un veut utiliser une copie qui ne serait pas la même, qui ne serait pas identique à tout le reste des acteurs, ne serait pas considéré comme valable par les autres acteurs, et donc les transactions qui seraient dans ce livre, qui seraient modifiées, seraient rejetées. Évidemment, ça pose un problème de synchronisation, et qui a été résolu aussi ici, par une compétition entre les mineurs, à celui qui va publier le plus rapidement possible le nouveau bloc. Et pour assurer cette compétitivité et cette volonté de mettre les transactions dans les blocs, en fait, les mineurs sont rémunérés par des nouveaux bitcoins, et c'est comme ça que la création monétaire se fait. Donc, à chaque nouveau bloc, les blocs ont des points en haut. Donc là, on a des transactions qui arrivent sur les réseaux. Ces transactions, elles ne sont pas encore dans un bloc, elles sont éventuellement dans la mémoire du bitcoin. Vous voyez que ça va assez vite. Et ensuite, vous avez des blocs, et dans chacun de ces blocs, vous avez un certain nombre de transactions, 3000 transactions, 2000, 2600, qui sont inscrites là-dedans, et chacun de ces blocs a été miné par un acteur particulier, donc qui s'appelle par exemple F2Pool ou Runpool, ou des fois par des gens qu'on ne connaît pas, c'est marqué à nom, mais la plupart sont identifiés, on sait très bien qui c'est, et ces gens-là, en fait, récoltent 25 bitcoins à chaque bloc qui est généré. Ça veut dire que moi, si je veux utiliser le bitcoin, je reçois une transaction bitcoin de quelqu'un, comme on est dans le logiciel open source, en fait, je peux utiliser n'importe quel logiciel. Je n'ai pas besoin d'avoir l'application Paymic de l'UBS pour recevoir de l'argent de quelqu'un de l'UBS via l'application Paymic. Je peux utiliser n'importe quelle application qui serait compatible avec le réseau Bitcoin. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limitation sur le type de transaction que l'on peut faire. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas de crédit, il faut avoir un bitcoin avant de pouvoir le dépenser. Voilà. Le principe, alors, au niveau structure, comme on n'a plus aucun point central, comme je dis, la sécurité, elle est envoyée dans les bouts. Donc on n'a plus les mêmes types de problématiques que dans le monde bancaire classique. Dans le monde bancaire classique, on entend, il y a encore eu la semaine dernière une attaque de Swift, de la banque du Bangladesh qui s'est fait taper 80 milliards, tout genre, avec un petit modèle. Il suffit de pénétrer dans l'infrastructure d'une banque pour avoir accès à la monnaie électronique du pays, en fait, et à ce moment-là, modifier les sommes, faire des transactions, c'est des instructions qui sont faites dans une base de données qui n'est vérifiée que par cette banque-là. Alors ils ont développé tout un système d'administration, de back-office, d'audit, de check, ainsi de suite, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des fautes, ou il n'y ait pas d'erreurs ou de piratage qui se fassent, mais ça arrive quand même. Dans le monde du Bitcoin, toute cette infrastructure que les banques gardent précieusement à l'intérieur de chez elles, elle est mise publiquement, elle est partagée par tous, tout le monde en fait participe. Quand moi, j'ai mon wallet Bitcoin qui est ouvert, je participe moi-même, je suis moi-même auditeur du système, et après je peux l'utiliser pour faire les transactions. Alors évidemment, le problème c'est que la sécurité, elle se retrouve envoyée à chaque point d'entrée, et c'est chaque individu qui est responsable de ces bitcoins, qui est responsable de ces clés de chiffrement qui vont lui permettre de l'envoyer et de recevoir ces bitcoins. Donc des gens peuvent perdre leur bitcoin, c'est déjà arrivé, de la même manière que vous pouvez perdre votre portefeuille, vous volez votre portefeuille avec vos billets dedans, et là c'est à vous de gérer la sécurité au niveau de vos bitcoins. Alors on ne va pas encore tout de suite dans les considérations politiques, ça on fera à la fin, on fera une petite ouverture sur le changement que ça fait. Si on regarde le blockchain de l'Ether, c'est à peu près la même chose. Vous avez des blocs, vous avez des transactions. Vous voyez que le nombre de transactions par bloc est beaucoup plus faible, le nombre de transactions, le nombre de blocs est plus important, mais le nombre de transactions est quand même beaucoup plus faible. Ethereum est un réseau beaucoup plus jeune, qui a à peine
s'est lancé réellement en production au début de l'année. Donc, il n'a pas encore du tout la même maturité que dans le réseau Bitcoin. Mais pourquoi est-ce qu'il est très intéressant et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui qui se fait par rapport au Bitcoin? Il y a deux éléments. Le premier élément, qui est le vrai élément, c'est que l'Ether est un Bitcoin plus, si on veut d'une certaine manière. C'est un Bitcoin dans lequel on ne peut pas simplement faire une transaction et envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre, mais c'est une monnaie dans laquelle on va pouvoir envoyer des programmes attachés à la transaction. Et donc il y a une forme d'intelligence, si on veut, dans le réseau. On va pouvoir créer ce qu'on appelle un smart contract, on va créer des instructions qu'on va envoyer sur le réseau Ethereum, et ces instructions, on peut les appeler à travers d'autres transactions, et donc, par exemple, on peut avoir des paiements qui soient différés, par exemple. On peut créer du vote électronique, on peut créer un certain nombre de projets qui aujourd'hui sont en train de fleurir, et c'est là où c'est intéressant, parce que le projet qui prend vraiment beaucoup d'ampleur aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le DAO. Donc c'est un organisme autonome distribué qui a levé en de 3 semaines 150 millions de dollars. C'est le plus gros crowdfunding qui existe de l'histoire, qui est en train de se dérouler actuellement. On peut aller, pour le faire, on va aller voir l'adresse de la DAO. La DAO, c'est vraiment typiquement l'exemple de projet qui se fait sur Ethereum. Donc là, on est à combien? On est à 146 millions de dollars équivalent. Voilà, donc là, on a l'adresse de vous voyez qu'ils ont récolté environ 10 millions d'Ether, ce qui représente beaucoup d'argent au monde des crypto-monnaies. Là, je vais essayer de le faire le plus court possible pour garder du temps sur tout, parce que c'est un projet qui est assez fantastique. Mais en réalité, c'est là on utilise en fait le réseau Ethereum, qui est exactement comme le réseau Bitcoin, c'est-à-dire qu'il est transparent, il est basé sur des peer-to-peer, avec des transactions qui peuvent être envoyées par n'importe qui à n'importe qui. Et là, en fait, on a décidé de créer un logiciel dans lequel le client va récolter des fonds, on va mettre des fonds ensemble, et en échange de l'argent qui est investi dans ce DAO, celui qui a investi va recevoir des jetons, qui s'appellent les DAO tokens. Et ces jetons, en fait, ce sont des droits de vote. Et ces droits de vote, il va pouvoir les utiliser au moment où des propositions seront faites à la DAO. Donc la communauté s'organise pour récolter ces propositions. Et par exemple, il y a une proposition d'un fabricant de hardware français qui dit moi je vais produire des hardware, des wallets Bitcoin, des wallets Ether physiques qui sont censés être super sécurisés. Je vais les vendre, je vais demander à la DAO de me financer et je vais renvoyer à la DAO une partie du fruit de la production, de la vente de ces appareils. Donc il va proposer un contrat à cette DAO, et ensuite les gens qui ont investi dans cette DAO vont étudier ce contrat et vont voter ensemble à travers le contrat, donc de manière totalement décentralisée, sans conseil d'administration, sans secrétaire d'assemblée générale. Tout est fait, tout est codifié dans cette DAO, et ils vont envoyer des transactions pour voter. Et ils vont décider si effectivement oui ou non ils vont financer ce projet-là. Et à la fin, la DAO va donner effectivement ce projet-là pour faire le travail qui a été demandé. Donc là, on est dans une expérience qui est en train de se faire, qui est assez fantastique, qui est la première. Alors, est-ce que c'est un fonds d'investissement? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est la première entreprise complètement distribuée? On ne sait pas trop encore comment ça se fait. Ça pose plein de questions. Et en Suisse, on est en train d'essayer d'attirer le côté juridique de l'affaire, parce qu'en Suisse, on a la chance d'avoir un droit qui est relativement encore très old school, mais old school dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'il est très proche de ses origines au XVIIIe, au XIXe siècle, justement au moment où toutes les entreprises dans l'esprit, justement, on va
tous les moments à l'époque où les entreprises, en fait, les nouvelles formes d'entreprise apparaissaient. On n'avait pas encore de SA, de SARL et tout ça. On avait des gens qui avaient envie de faire des projets ensemble, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, donc on a fait un droit qui était adapté à ça. Depuis, dans les autres pays, ils ont tellement codifié que s'il y a une nouvelle forme qui apparaît, c'est impossible de travailler avec cette nouvelle forme. Et donc, il y a plusieurs projets en fait, qui viennent en Suisse parce qu'ils ont la flexibilité de pouvoir travailler avec une DAO depuis la Suisse. Donc là, on est vraiment dans tout chaud de ce qui est en train de se passer. Maintenant, on a vu la partie entre guillemets un petit peu technique. Tout à l'heure, je peux vous faire une petite démonstration aussi, de voir comment ça marche en réel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le moment dans lequel on vit. Moi, je considère, on est plusieurs à considérer ça, qu'on est dans un moment d'inversion d'infrastructure. Alors, c'est quoi une inversion d'infrastructure? C'est un moment où une technologie arrive dans un environnement, et cette technologie est tellement disruptive, en fait, perturbante, que toute l'infrastructure s'adapte à cette nouvelle technologie. Et en fait, on a déjà eu plusieurs fois le cas dans l'histoire. On peut prendre par exemple, un des premiers cas, c'est celui de l'électricité. Donc on était dans quelle station? On était dans une station, on avait du gaz. C'était principalement le moyen qui était utilisé pour les villes pour s'éclairer et pour assurer le chauffage dans les habitations. C'était relativement récent, c'était une technologie assez moderne déjà à l'époque, mais on avait créé une infrastructure assez élaborée de réseaux de gaz pour l'éclairage et le chauffage. Et un jour, est arrivée l'électricité, et évidemment, l'électricité arrive dans un contexte où toute une infrastructure de gaz existe déjà, et les seules applications qui étaient disponibles au début par rapport à l'électricité, c'était quoi? C'était finalement de s'éclairer. Alors on n'avait pas trop l'intérêt, pour un particulier, de passer à l'électricité du jour au lendemain. Ni pour une ville entière, on ne voyait pas trop l'intérêt de faire ça, et donc il y avait finalement que quelques fous qui arrivaient à le faire, qui devaient reconstruire, transformer entièrement leur maison pour avoir cette électricité. Et finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que lorsque cette infrastructure d'électricité a commencé à apparaître, elle a amené d'autres éléments. C'est-à-dire qu'après, on a pu avoir d'autres appareils qui fonctionnaient avec l'électricité. Ça a ouvert beaucoup d'autres possibilités. Et à un moment donné, il y a un effet de masse qui s'est fait. Il y a eu un transfert du réseau de gaz vers le réseau d'électricité. Et aujourd'hui, il y a un endroit dans lequel il y a tous les foyers, toutes les villes sont connectées à l'électricité, mais pas forcément avec le gaz. Donc on a fait cette inversion, et effectivement, forcément, tous les métiers qui étaient liés à la première infrastructure, par exemple celui qui allait allumer les réverbères le soir, il a disparu. Aujourd'hui, on a d'autres métiers qui se sont développés par rapport à la gestion d'éclairage urbain. Deuxième exemple, c'est l'automobile. C'est un exemple aussi intéressant parce que là, on a eu plus de conflits juridiques liés à l'apparition de l'automobile. On avait quoi? On avait une infrastructure de chemin qui était très adaptée aux chevaux. Donc, vous pouviez traverser toute l'Europe à cheval, vous aviez des étables à endroits réguliers, vous pouvez changer vos chevaux, vous avez toujours de quoi manger pour vos chevaux, pour vous restaurer vous. Les chemins de terre qui étaient tout à fait adaptés aux chevaux, on marchait très bien comme ça. Et puis on avait toute l'industrie des chevaux, de production de chevaux, et puis de production de bois, et ainsi de suite. Ça marchait très bien, est arrivée la voiture. Et la voiture, pareil, elle arrive dans une infrastructure qui n'est pas du tout adaptée. Les routes sont des avec des trous, on crève tout le temps, on n'a pas de station d'essence, on doit transporter son essence avec soi, et il n'y a que les fous qui sont prêts à dépenser des fortunes dans une voiture qui sert, dès qu'on sort de la ville, au risque de pas de sèche, pour pouvoir aller dans cette technologie moderne qui va plus vite, mais plus vite, pas forcément parce que les routes ne le permettent pas, et aussi parce que à un moment donné, et c'est en Angleterre que ça a été le plus violent, on a commencé à dire non, attendez, cette technologie va trop loin, ça va trop vite, c'est trop dangereux, donc on a commencé à mettre des règles. Et donc il y a ce fameux Red Flag Act, qui est cette loi anglaise du milieu du 19e siècle, qui impose à chaque conducteur d'automobile d'avoir un chauffeur, d'avoir un mécanicien dans la voiture, et d'avoir devant la voiture quelqu'un qui marche avec un drapeau rouge pour avertir les pauvres chevaux.
Mais finalement, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un effet de masse qui est arrivé, on a commencé à mettre du macadam sur la route, on a commencé à avoir des stations d'essence, et ensuite, à un moment donné, il y a eu un effet, une infrastructure qui a changé, et on se rend compte aujourd'hui, et aujourd'hui encore, même si les effets peuvent être 100 ans après, on se rend compte que ça a complètement modifié la manière de travailler, la manière de se déplacer, la manière d'échanger, de commercer, et de nouveaux services sont apparus. Et aujourd'hui, l'infrastructure finalement des routes, elle est adaptée, elle est utilisable par les chevaux, elle est utilisable par l'ancienne technologie, mais elle permet aussi plein de nouvelles technologies. On peut faire du vélo, on peut faire du longboard, on peut faire toutes sortes de choses sur ce macadam qui marche très bien. Voilà. Et puis, alors plus proche du Bitcoin, le dernier exemple, et puis après je vais faire cette analogie aussi pour le Bitcoin et pour l'Ether, c'est finalement l'arrivée d'Internet avec la compétition à la communication, à la téléphonie. Pareil, on avait une infrastructure téléphonie analogique qui fonctionnait très bien. On avait des entreprises, Swisscom, France Télécom en France, qui avaient développé des réseaux de téléphonie à travers tout le territoire, et on pouvait appeler n'importe qui à un coût relativement raisonnable. Ça marchait très très bien, on n'avait pas besoin d'Internet pour téléphoner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Internet est arrivé, c'était complètement quelque chose un projet complètement fou. Il y avait seulement les plus fous qui arrivaient à prendre le temps d'acheter un ordinateur qui coûtait une fortune à l'époque, d'acheter un modem, de le brancher sur le téléphone. Il fallait avoir un abonnement qui coûtait une fortune avec un fournisseur d'accès. Sans compter que des fois, peut-être les opérateurs bloquaient les communications Internet parce qu'ils disaient que c'était pas normal, il fallait que le selon la voie se passe. L'infrastructure d'Internet a dû s'adapter, c'est les protocoles TCP/IP qu'on connaît, ou les communications qu'on a de modèles, elles ont dû s'adapter au type de qualité qui était de qualité des lignes téléphoniques, parce qu'elles étaient adaptées à la voix et pas aux data. Donc il y a eu cette cohabitation, et puis à un moment donné, il y a eu cette inversion qui s'est faite aussi, et puis on n'a même pas vu venir, on n'a même pas senti venir. Aujourd'hui, vous passez un coup de téléphone, ça passe par le réseau Internet, ça passe plus par le réseau analogique. Les réseaux analogiques sont fermés dans la plupart des pays modernes. Et puis pareil, quelques années après, on voit qu'il y a des nouveaux services qui apparaissent. Au début, les gens font la même chose, on s'envoie des emails comme on s'envoie des fax. On essaie de téléphoner par la VoIP comme on essaie de téléphoner par téléphone. Mais par exemple, l'apparition des réseaux sociaux, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Et c'était des nouveaux services qui ont pu émerger grâce à cette infrastructure. Mais on ne les voit pas forcément au début. Quand j'ai commencé Internet, on n'avait aucune idée qu'un jour il y aurait des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, avec la puissance qu'ils ont. Et puis arrive le Bitcoin. Mais le Bitcoin, moi, je le vois exactement dans la même veine, en fait, finalement. C'est qu'on a une infrastructure qui est existante, une infrastructure bancaire qui fonctionne, alors dans certains points très très bien, comme on a en Suisse, ça fonctionne bien, mais il faut se rendre compte que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, et qu'elle est assez limitée, finalement, dans le monde. Et que le nombre de comptes bancaires dans le monde est peut-être à 1 ou 2 milliards de comptes bancaires, alors qu'on est 8 milliards sur la planète. Donc il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à ces comptes bancaires, mais qui ont accès au réseau téléphonique, c'est ça qui est intéressant, à travers les réseaux de téléphonie portable. Ils n'ont peut-être pas d'argent à mettre sur un éventuel compte bancaire non plus. Non, alors oui, c'est en termes de... Non, si, ils ont de l'argent, mais ils ont trop peu d'argent pour que ce soit intéressant pour les réseaux bancaires, en fait. C'est ça qui se passe généralement, c'est que leur pilote de risque est trop important. Non, ils ont de l'argent, mais ils peuvent se... C'est 80% de la population mondiale a accès au téléphone et que 30-40% a accès au compte bancaire. Donc il y a un aspect, c'est pas un aspect forcément de... je veux dire, quelqu'un qui a peu de moyens et qui vit en Afrique avec l'équivalent de $5 par an, peut-être pas cette catégorie-là, mais ceux qui sont au-dessus, qui ont un petit travail, ou qui ont une famille, ou qui sont organisés, qui ont une économie, généralement ils peuvent se permettre des téléphones portables. Alors avec d'autres mécanismes, avec du prépayé, avec beaucoup d'entraide, et puis ils ont des systèmes de monnaie électronique liés aux unités téléphoniques, qui sont payés en unités téléphoniques. Il y a ce genre d'économies qui sont mises en place, mais ce sont des gens qui ont accès aux communications numériques, et qui n'ont
pas forcément accès aux comptes bancaires qui sont encore une ancienne infrastructure. C'est quand même microcrédit. Microcrédit, capitalisme, et ça se développe. En Inde, c'est 1 ou 2 dollars microcrédit. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc là, en fait, le réseau Bitcoin, le réseau Ethereum, ce sont des réseaux qui, pour moi, ont des interactions intéressantes, souvent ensemble. C'est pareil, on recrée une infrastructure comme ça de zéro, en fait, et une infrastructure financière dans laquelle on peut imaginer facilement les services bancaires que l'on connaît aujourd'hui. Et on a un peu les mêmes phénomènes qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que, évidemment, ceux qui sont dans le Bitcoin, dans l'Ether, on prend des joyeux, des doux rêveurs, et des fous, ils ont très peu nombreux actuellement. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches. En fait, d'abord, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de répliquer des modèles qui existent déjà. On essaie de répliquer le fait de faire une transaction simple, le fait de payer dans un magasin, le fait de conserver de l'argent comme sur un compte bancaire. On essaie de refaire les actes qu'on avait l'habitude de faire sur l'infrastructure ancienne, et puis tout doucement, au fur et à mesure, il va y avoir de nouvelles idées, le DAO en est une par exemple, une nouvelle forme, on réinvente une nouvelle forme d'entreprise sur ces réseaux-là. Donc moi, ma vision dans le futur, c'est que ces réseaux-là, l'Ether, le Bitcoin, ça va être cette infrastructure de base sur laquelle une banque va, ou les intermédiaires financiers, ou les différents acteurs de l'économie vont se greffer. Alors pour vous donner un exemple simple, vous avez un projet qui s'appelle Slock, qui est d'ailleurs lié à cette DAO. Slock, ils avaient envie de faire un système de location de serrures électroniques, mais entièrement géré par un contrat sur le blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une porte avec une serrure électronique, n'importe quel appareil qui a une serrure électronique, ça peut être un vélo par exemple, un objet. Et lorsque vous voulez le louer, cet objet est référencé sur le blockchain. Lorsque vous voulez le louer, vous payez un contrat comme celui-là, vous faites une transaction, et là, le blockchain va vous dire ok, vous avez bien payé en avance et va vous attribuer les droits d'ouverture à la serrure. Quand vous venez devant la serrure, vous pouvez l'ouvrir et la fermer. Alors, ça paraît trivial comme ça, mais en fait, ça permet quoi? Ça permet à une entreprise, à un nouvel Airbnb, par exemple, qui voudrait se lancer, de dire, moi, je ne vais pas faire comme Airbnb, qui a dû développer lui-même sa gestion de l'argent entre les utilisateurs, c'est-à-dire que vous devez payer Airbnb qui ensuite paye l'individu. Toute cette gestion-là, on va la faire gérer par le blockchain, et puis on va s'occuper du reste, c'est-à-dire de la rencontre entre les gens, de la réputation entre les gens, des assurances, de tous les autres services que Airbnb fournit. Ça veut dire que lorsque vous voulez créer une entreprise qui a les mêmes caractéristiques techniques que Airbnb, en fait, vous pouvez déléguer, outsourcer la partie financière, qui est la partie la plus touchy finalement sur le blockchain. Donc on va avoir on va avoir des sociétés de la même manière que il y a 20 ans, vous vouliez avoir un site internet, il fallait faire appel à des gens spécialisés pour faire un site internet. Aujourd'hui, vous installez votre presse, vous avez un site internet en tant qu'association, ou ainsi de suite. Ce sont des couches qui se construisent dans le réseau. Et donc, quand je parle à des banquiers, de temps en temps, ça m'arrive, je leur dis, mais imaginez en fait finalement que votre entreprise, aujourd'hui, vous avez dû construire votre infrastructure, c'est-à-dire que vous avez votre registre de transactions, vous avez votre réseau de distributeurs automatiques, et si votre client veut aller sur un autre distributeur automatique, il faut interconnecter les réseaux. C'est pas très pratique. Alors imaginez en fait finalement une banque avec les mêmes types de services qu'on aurait aujourd'hui, mais qui serait sur une infrastructure de type Ethereum, partagée par différentes banques. Donc on pourrait très bien imaginer que le client aille sur un distributeur à l'autre bout de la planète qui n'a rien à voir et accès au même service que s'il était dans un distributeur chez lui. C'est ce genre d'interaction que l'on va voir apparaître au fur et à mesure. Donc, comme vous le savez, certains d'entre vous le savent, moi je suis
je suis d'une mouvance idéologique particulière qui s'appelle le Parti Pirate. Donc on travaille justement sur cette transformation de la société numérique pour éviter le Big Brother et pour avoir une société qui soit au profit de l'humain, pour éviter le scénario de Terminator, un peu, si je schématise, pour éviter Skynet, qu'on est en train de construire allègrement aujourd'hui. Mais, et pourquoi je dis ça? Parce que c'est évidemment c'est une des choses qui m'a amené à réfléchir à ça, à rentrer là-dedans. Et je me suis rendu compte, je vais finir par ça en fait, je me suis rendu compte lorsque j'ai étudié comment le Bitcoin est arrivé et comment ces autres technologies sont arrivées. Et puis au moment où je me suis moi-même professionnellement lancé là-dedans, je me suis rendu compte que dans les moments les plus critiques aujourd'hui, en fait, cette technologie-là arrive. On la voit surgir dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Je vais vous donner un exemple qui est assez particulier, qui a maintenant un certain âge, en fait, qui a 2 ans. Donc ça, c'est une photo qui a été prise sur la place Maidan. C'est janvier-février 2014, hein, c'est assez vieux. Donc imaginez la situation n'est pas très drôle, c'est la révolution en Ukraine, on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les gentils, d'un côté vous avez les fascistes, les pro-russes, le citoyen lambda ne sait pas trop où aller. Donc je ne fais pas de jugement de valeur sur qui est bon, qui est mauvais dans l'affaire. Mais c'est un sacré bordel et quelques dizaines, voire centaines de morts. C'est quelques jours où la photo était prise dans Kiev. Vous avez les barricades derrière, on est sur la place principale. Et on voit un manifestant qui montre en fait un QR code. Et ce QR code, c'est une adresse Bitcoin. En fait, c'est une adresse de paiement Bitcoin. Donc il appelle en fait finalement à soutenir la révolution en faisant un don en Bitcoin. Et n'importe qui, avec un téléphone, peut envoyer une transaction. Encore aujourd'hui, on pourrait leur envoyer une transaction si on voulait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu savoir plus l'histoire qu'il y avait derrière cette photo-là. Parce que c'est une des premières fois où on voyait le Bitcoin apparaître dans une situation de conflit. On avait déjà eu des crises économiques, la crise de Chypre. Le Bitcoin était apparu de manière marginale, mais ça avait focalisé l'esprit des gens à ce moment-là, parce que c'était apparu comme une alternative. Mais là, on était vraiment dans une situation de crise. On n'avait pas vu apparaître en Syrie. La Syrie, le Bitcoin, ça ne les intéressait pas trop, mais en Ukraine, c'était apparu. Et alors déjà, le premier truc par rapport à la photo, c'est que le type il s'est mis devant cette photo-là, et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé comme moyen de paiement les médias mondiaux. Parce que cette photo a été reproduite dans plein de journaux à travers la planète, et d'un coup il a eu droit à une diffusion énorme. Ils ont récolté environ 100 000 $, à travers, pas uniquement cette photo-là, mais à travers leur action. Ce qui est une somme intéressante. Maintenant, je suis allé quelques mois après à la tête, et j'ai rencontré l'invitation de la communauté Bitcoin, et j'ai voulu savoir un peu plus ce qui s'était passé derrière. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre, parce que vous êtes en manifestation, c'est le bordel. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils seraient intéressés à utiliser le Bitcoin à ce moment-là? C'est simple, il n'y avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent parce que les distributeurs étaient... D'abord, certains distributeurs avaient été cassés pour être volés, et ainsi de suite. Et donc, en fait, les banques, avec la coordination du gouvernement, ont fermé tous les distributeurs pendant 3 jours sur tout Kiev. Donc, il n'y avait plus d'argent disponible. Alors, il fallait trouver une alternative pour continuer à échanger. Alors, en fait, la vraie alternative qui s'est passée, c'est que c'est l'euro qui a été utilisé pendant cette période-là. Le Bitcoin, lui, est venu de façon très très marginale. Après, j'ai dit, mais c'est quand même un peu problématique parce que vous êtes en situation de crise et puis, je veux dire, le téléphone, on peut tellement facilement vous couper le réseau, vous couper Internet. Si vous aviez du Bitcoin, ça veut dire que vous aviez Internet qui fonctionnait. Et ouais, ça marchait très très bien. Ça marchait super bien. Pas de problème de connexion Internet. Et je dis, mais pourquoi? Je veux dire, vous receviez vous aviez votre téléphone avec vous dans la manifestation, ouais, ça marchait. Effectivement, ils recevaient des SMS pour la faire peur, hein, du genre on va tous vous tuer, on sait qui vous êtes, ce genre de choses-là. Mais on n'entendait pas le téléphone.
Alors je dis, essayer de savoir pourquoi, et en fait ils se sont rendus compte qu'il y a quelques années, ils avaient enlevé tous les talkie-walkie des policiers et leur avaient donné des téléphones portables. Donc vous aviez d'un côté les manifestants, de côté des policiers, tout le monde fonctionnait au téléphone portable, si on coupait les téléphones portables, c'était fini la coordination du gouvernement pour le reste du gouvernement pour la France. Donc Internet fonctionnait. Si on prend le cas d'autres zones de guerre, alors pas forcément où il y avait du Bitcoin, mais je dis en Syrie, on n'a pas vu le Bitcoin arriver, c'était un peu trop tôt, et en Égypte encore moins, en Tunisie encore moins, mais ce sont des endroits où l'Internet, les communications ont été, c'est la première chose qui a été rétablie. Égypte, il y a eu 3 jours, Tunisie 1 jour, et Syrie, les premières semaines, on cherchait absolument à recréer des réseaux, alors même ils avaient même envoyé des drones avec des bornes Wi-Fi pour recréer des réseaux, c'était vraiment le truc principal qui a été fait. Et on se rend compte que dans les zones de guerre, ou de crise extrêmement grave, ou même dans les zones de catastrophes naturelles comme Fukushima, c'est aussi passé, on s'est rendu compte que le réseau Internet était tellement résilient qu'il fonctionnait toujours. Si le réseau Internet fonctionne, le Bitcoin fonctionne dessus. Donc, vous n'avez plus d'accès à du cash, ça devient une option. Donc moi, ce que je prédis, c'est que dans les crises qu'on verra dans les pays développés, alors maintenant c'est la crise en Amérique latine, on en parle aussi, Venezuela, je ne sais pas qui d'autre, ça se passe pas trop bien. Colombie, peut-être. Non, Colombie, ça va, c'est quoi? Le Brésil qui commence à... Ouais, alors, Brésil, la communauté Bitcoin, elle commence à bien prendre aussi. Ouais. Donc tous ces pays qui ont des fortes dévaluations, qui ont des monnaies qui bougent à 80%, Argentine, Venezuela, c'est les deux cas. On voit aussi l'émergence forte de communautés Bitcoin qui essaient de trouver des alternatives. J'ai juste une question. Par rapport à ce cas concret, si j'ai une voisine qui est ukrainienne, qui aimerait soutenir la révolution, ou elle aurait souhaité à ce moment-là, elle voit ça dans les journaux ou sur Internet, j'en sais rien. Qu'est-ce qui prouve pour elle qu'elle verse effectivement son argent à la révolution et puis pas sur mon compte bancaire à moi, parce qu'en fait c'est moi qui suis la dernière, puis j'ai lié ça à mon compte Bitcoin à moi personnel. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler ça? Alors, tout se construit. On est dans un monde où on repart de zéro. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'on se retrouve au XVIe siècle, où les États n'ont pratiquement aucun pouvoir parce qu'ils ne comprennent pas du tout le monde dans lequel ils sont en train de se construire, un monde dans lequel les gens se déplacent, où les sociétés de marchands prennent le pouvoir et développent leurs propres armées, développent leur propre monnaie. Et on fait confiance en quoi? On fait confiance à l'or. C'est le seul truc à l'époque auquel on pouvait faire confiance, les monnaies royales avec une valeur. Donc et au niveau juridique, on avait alors encore les vieilles lois religieuses, ethniques qui s'appliquaient, mais les vraies lois commerciales, elles ont commencé à ce moment-là à se développer. On a fait la charte des commerçants anglaises, je pense. Les fondamentaux sont faits à ce moment-là. Et bien, on est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les États ne sont pas du tout investis parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas du tout des lois ou Magna Carta. C'est ça, oui, Magna Carta. Ils n'ont pas du tout. Ils n'ont pas les lois adaptées, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Enfin, ils n'arrivent pas. Et donc, les outils ne sont pas disponibles. Donc, les gens qui sont dans la communauté doivent recréer tout de zéro, en fait. De bottom. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je disais ce qui était intéressant par rapport au droit suisse, c'est que le droit suisse il a évolué un peu plus lentement par rapport aux autres. Et les autres droits, notamment le droit français ou allemand par exemple, ont créé tellement de surcouches pour figer toutes les interactions telles qu'on les connaît aujourd'hui, que si on crée une nouvelle forme d'interaction, ça n'arrive pas à s'adapter. Le droit suisse a laissé un peu de place à cette pratique-là. Mais oui, il faut tout réinventer. Donc c'est vrai qu'au début, on fait le Bitcoin, comme on a dit, c'est un code source qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut le copier et on peut le reproduire comme on veut. Et donc on peut l'inventer, on peut inventer le Litecoin, on peut inventer, alors le Litecoin encore c'est une monnaie qui est sérieuse, mais on peut inventer le Dogecoin qui a été fait pour le fun, on peut inventer toutes sortes de monnaies, et on peut inventer même des fraudes, des monnaies qui ont été des véritables fraudes.
Et pourtant, les gens se sont focalisés sur le Bitcoin parce que c'était celle, justement, déjà le fait de choisir le Bitcoin, le Ether par rapport à d'autres monnaies, ça apporte une certaine garantie parce qu'il y a suffisamment de gens qui participent à réseau, donc on a accès à suffisamment de gens qui pourront nous dire oui, effectivement, tu fais les choses correctement ou pas correctement, ou s'il y a un problème de sécurité, on trouve facilement du support technique en fait, pour ça, pour comprendre comment ça fonctionne. Ça c'est un élément de la confiance en fait. Le fait qu'il y ait un certain nombre de gens qui utilisent ça, que le marchand accepte ça, mais c'est vrai que alors, les réponses elles sont très techniques au début, c'est-à-dire que par exemple pour être sûr que cette adresse-là elle soit une adresse véritable, il y a des gens qui ont créé des systèmes de certification sur l'adresse. Donc en fait, par exemple, si vous achetez chez un commerçant qui utilise BitPay, c'est un des grands acteurs du Bitcoin, et lorsque vous utilisez, si vous avez un wallet qui est attaché à ça, le lien par le le fait, lorsque je fais un paiement vers BitPay, il m'indique le certificat est bien signé correctement, c'est bien la bonne adresse que l'on voit, effectivement. C'est des choses comme ça, mais c'est clair que c'est une attaque qui existe. Il y a une attaque qui existe, qui est de dire je viens modifier la photo qui est là et afficher une autre adresse. Et donc la personne qui a publié cette adresse-là ne voit pas la personne qui va envoyer l'argent n'envoie pas l'adresse qui a été prévue. C'est comme si vous me donniez votre IBAN pour vous envoyer de l'argent et puis quelqu'un d'autre remplace votre IBAN par le sien. Ça, c'est des choses, évidemment, mais tout ça se construit au fur et à mesure par la communauté. Et puis, il y a tous les mécanismes derrière, c'est-à-dire que, comme c'est transparent, on voit les transactions. Donc, on sait où est l'argent frauduleux, qui est en train de circuler, on le connaît. Donc, il y a eu plein de cas, par exemple, où des acteurs importants du réseau Bitcoin ont stoppé des transactions en disant non, moi, j'accepte pas cet argent-là parce que je sais qu'il est frauduleux et qu'il n'a pas été nettoyé par un jugement, par exemple, qui rendrait l'argent à une personne, des choses comme ça. Donc il y a une nouvelle forme d'arbitrage aussi qui apparaissent sur. Il y a tout un qui a été une nouvelle forme de contrôle, de gestion des mauvais acteurs par rapport aux. Donc je pense que là, c'est la séance est ouverte pour les questions. Quelques questions. D'abord sur Bitcoin, on avait vu sur le site blockchain les writers qui sont en train de publier ces blocs. Et l'an dernier, c'était à peu près 27 minutes. 27 minutes sur la pause, c'est bon. Je pense que le calcul qu'on peut avoir maintenant avec les appareils qu'on peut se procurer en hardware, ça me donne quand même le temps de publier assez rapidement certaines chaînes de code. Vous voyez dans le monde des terres, les blocs sont beaucoup plus rapprochés. Donc ça fait qu'on a quand même une marge de temps qui est assez importante pour faire des transactions et qui peut être frauduleuse, mais on n'a pas la possibilité de le voir quand on email. Alors c'est là où on pense que les deux, moi je pense que les deux vont bien ensemble parce que le focus du Bitcoin, c'est pas ces transactions-là, c'est ce qui est dans les blocs, c'est la gestion du blockchain. Ce qui est une transaction qui est validée dans un blockchain, c'est elle qui fait foi. Tant qu'elle est dans le réseau, il y a plein de transactions qui ne seront jamais confirmées en fait. Les transactions, si par exemple vous envoyez une transaction qui a un montant qui est trop faible et qui a trop peu de frais de transaction, en fait elle va rester là indéfiniment. On peut envoyer une transaction de 0 avec 7 0 et 1 à la fin, avec 0 frais de transaction, et elle est dans le réseau, et puis à un moment donné, elle va être abandonnée par les gens, elle ne sera jamais mise dans un bloc. Ce qui est important, c'est une transaction qui est mise dans le bloc. Alors pourquoi il y a ce temps de 10 minutes? Parce que c'est en moyenne 10 minutes, la moyenne. Ce qu'on va chercher, ce n'est pas la rapidité, c'est la sécurité.
C'est ça le focus principal du Bitcoin, c'est la sécurité. Et le calcul en fait, qui est fait prend effectivement pas mal de ressources, permet d'aller à cette vitesse de 1 bloc toutes les 10 minutes aujourd'hui, mais assure finalement que ça permet ça a un fonctionnement qui est tellement bien régulier et qui est tellement sûr, et une fois que la transaction est en bloc, on a la garantie que ça a été fait. C'est ce qui permet d'utiliser le Bitcoin comme monnaie de référence et comme première monnaie pour rentrer, comme je disais, dans le monde des crypto-monnaies, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui le Bitcoin qui a le plus de valeur, $450, donc ça a fluctué, mais ça a le plus de valeur, et aujourd'hui c'est la monnaie qui est la plus stable aussi, parce que c'est le code le plus stable, le code qui bouge le moins, le code que les gens comprennent le mieux, mais c'est pas forcément la monnaie qu'on utilisera dans le futur pour s'acheter un café. Mais par contre, pour faire une grosse transaction, pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une maison, pour faire les infrastructures et les settlements entre les institutions financières, par exemple, donc ce sera un réseau comme le Bitcoin, on attendra, et là, je veux dire si on envoie 100 000 balles sur le réseau Bitcoin, c'est pas grave, on attend des minutes, mais c'est comme l'or, finalement. L'or a été l'infrastructure de la finance pendant un certain temps. C'est pas pratique de transporter de l'or. C'est vachement plus pratique de transporter d'autres métaux. Mais on n'a pas la même sécurité dans le papier que dans l'or. Donc c'est un petit peu cette analogie-là qu'on voit. On compare le Bitcoin comme un peu de l'or. Alors aujourd'hui, tout le monde se travaille avec son paquet d'or. Hein, pareil, comme au XVIe siècle, on avait tous ces gens avaient leur bourse en avec de l'or dedans. Et puis au fur et à mesure, on va passer à d'autres monnaies qui seront des surcouches sur le Bitcoin ou sur les biens, qui seront plus légères, plus rapides. J'ai beaucoup aimé ta présentation, c'est très intellectuel, mais je suis le gars lambda, je vais acheter ma bière au marché, ça se passe comment? C'est ça que les gens ils veulent savoir, je fais quoi? Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir les nouveaux types de services qui sont intéressants, ce que ça va permettre en fait finalement de acheter. C'est-à-dire c'est intéressant parce que, comme je disais à un moment donné, quand on est dans l'infrastructure comme ça, les gens ils essayent d'abord de reproduire ce qu'ils connaissent sur cette nouvelle infrastructure. Et donc la première chose que la communauté a voulu faire, c'est multiplier le nombre de pubs dans lesquels on peut payer en Bitcoin. En fait, ça n'a pas vraiment marché. C'est pas ça qui a amené vraiment du volume. Alors c'est bien parce que pendant quelques temps, le resto dans la ville qui était le premier à accéder au Bitcoin avait droit à la première page du journal. Ça faisait beaucoup de pubs, c'était bien. Voilà, donc ils ont retrouvé leur investissement comme ça. Mais c'est pas forcément sur ce type de service qui a vraiment un intérêt très très fort. Ce qui est intéressant, c'est de voir les nouvelles formes de services qu'on peut obtenir grâce à ce type de transaction. Alors je vais vous en montrer un. Protocol TV, c'est un site internet qui est comme un YouTube en fait. Un YouTube avec un paywall, je vais payer pour regarder les vidéos. Netflix. L'avantage c'est que donc je peux payer en fait les vidéos ici par Bitcoin. C'est ça le principe de ce site-là. Alors le service en tant que lui-même, c'est un site internet qui vous permet de regarder des vidéos. Aujourd'hui c'est plus forcément ce qui est intéressant. Maintenant ce qui est intéressant ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi je vais pouvoir payer à la vue. Ça me permet de faire ça, mais surtout je vais pouvoir regarder une vidéo et payer le marchand de Protocol TV sans même m'enregistrer sur leur site. Aujourd'hui, si vous allez sur Netflix et que vous voulez utiliser Netflix, vous devez vous enregistrer, mettre votre carte de crédit dedans, donner un certain nombre d'informations, ils vous prélèvent régulièrement. C'est assez complexe. Dans le cas de... Alors, je vais prendre la vidéo de Vitalik Buterin qui est l'inventeur du réseau Ethereum.
Donc donc là je vais l'arrêter, donc j'ai droit à une preview, donc là ça va lancer la preview qui dure, si je fais ici, ah non, j'ai déjà acheté évidemment, il me reconnaît, et je vais prendre je vais passer à comme ça. Parce que là ça marche pas, le code voilà. Allez, comme j'avais déjà payé, j'utilise toujours la même vidéo comme exemple, et donc forcément, il me reconnaît comme ayant déjà payé la vidéo. Hop, alors, je vais prendre cette vidéo, c'est un peu, super. Voilà. Je vais lancer la preview. Sur le téléphone. C'est le show, c'est l'effet des mots. Murphy. C'est celui qui a créé quoi Ça Ethereum. C'est avec quelle entreprise à la base déjà Ethereum? Non, c'est pas d'entreprise, c'est une communauté. Et ensuite, la communauté a créé une fondation en Suisse, à Zug. Et c'est cette fondation qui a permis. Je vais passer sur et c'est la fondation qui a financé cette fondation, donc c'est financé par la communauté qui a acheté des Ethers. Et ensuite, ils ont maintenant cette fondation, elle contribue au développement du code. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens de la fondation sont partis de la fondation, qui ont développé des applications commerciales, et aujourd'hui sont en train de lever des fonds pour ces applications commerciales. L'exemple de Slot, par exemple, c'est fermeture électronique, et c'est exactement ça, ce sont 2-3 personnes de la fondation Ethereum qui ont fait leur propre. Voilà, donc là j'ai droit à 1 minute de preview pour m'enrichir sur la vidéo. Donc maintenant je vais aller voir la vidéo en entier et on me dit qu'il faut payer 49 centimes de dollars. Donc c'est là où je prends mon wallet Bitcoin. Mon wallet Bitcoin, il peut être sur mon Ether, il peut être sur mon téléphone, il peut être généralement sur un C2 de et surtout, je peux utiliser n'importe quel logiciel Bitcoin. C'est-à-dire que là, j'utilise un qui s'appelle Mycelium, mais en fait, n'importe quel logiciel qui peut discuter sur le réseau, qui peut gérer le Bitcoin, va être utilisable. Donc, je dois récupérer l'adresse. Alors l'adresse, je la récupère de deux manières. Soit je scanne ce code, si je veux, soit je copie le code qui est ici, dans l'adresse-mal, mais en fait c'est une adresse qui ressemble à une adresse IBAN, un peu plus complexe. Et donc là, on me demande effectivement de payer 0,48 francs suisses ou dollars. Donc je vais envoyer ce montant-là. Qu'est-ce qui se passe? Une transaction part sur le réseau. Et en fait, le site internet a un node Bitcoin qui écoute, et dès qu'ils ont vu la transaction en vidéo, ils ont décidé de lancer la vidéo. Donc là, c'est instantané alors que le bloc n'est pas envoyé. Voilà, là c'est instantané parce que lui, c'est un service qui dit moi, mes vidéos, j'ai fait payer un petit prix, 50 centimes, c'est pas énorme. Le coût d'une attaque, même simple, pour faire ce qu'on appelle un double spend, pour faire une attaque qui serait complètement disproportionné par rapport à 50 centimes. Donc eux, ils ont décidé que non, les transactions, même à zéro confirmation, je les accepte. Et donc là, j'ai la vidéo en entier qui circule. Voilà. Alors ça, c'est un exemple simple. Mais quand on est dans la vidéo, on peut faire il y a un autre exemple qui est très très intéressant, c'est ce qu'on appelle les payment channels. C'est vraiment un exemple très intéressant. Dans les films, on voit des fois les criminels qui transfèrent de l'argent de banque, puis on voit ils se font poursuivre, et puis on va avoir des progressions comme ça, $1 million qui augmentent, et puis à la fin, le truc est fait. Ça ne marche pas comme ça dans le monde réel de la banque.
dans le monde de la banque, c'est on transfère 1 million, boum, il y a 1 million qui est passé. On ne voit pas les centimes qui évoluent au fur et à mesure. Par contre, dans le monde du Bitcoin, on peut le faire, c'est ça qui est drôle. Donc, maintenant, il y a des services, alors c'est Streamium, qui est un service qui existe. Vous avez sur le site, il y a des personnes qui proposent en fait des streamings de conférences, par exemple, ou de streaming d'un service. Donc voilà, je suis un professeur de langue et j'offre 1 heure de cours de langue à travers un service vidéo. Et à ce moment-là, on ouvre une connexion non seulement vidéo entre celui qui vend sa prestation et celui qui l'achète, mais on ouvre aussi une connexion Bitcoin entre les deux, et à chaque minute, il y a des centimes de Bitcoin qui sont ajoutés dans la transaction, et à un moment, si la connexion se coupe, à ce moment-là, la somme qui a été mise dans un wallet commun s'arrête et est transférée à celui qui a fourni la prestation. Et donc on peut effectivement créer, avoir un système où il y a un flux d'informations qui apparaît dans un sens et un flux d'argent qui apparaît dans l'autre sens. Et dès que un des deux flux s'arrête, l'autre s'arrête aussi. Donc ça, c'est des nouveaux types de services qui jusqu'à présent étaient très difficilement faire avec de l'argent normal. Donc du coup, je m'ouvrir, après 10 minutes, tu peux arrêter, puis du coup, j'ai payé 10 minutes. Exactement, voilà, c'est ça. Il y a une question ici. Oui, pardon. Il y a un nombre limité de Bitcoin. Alors oui, Bitcoin c'est 21 millions. Mais dès qu'on aura atteint ce nombre, avec quoi les mineurs ils seront rémunérés? Parce qu'on continuera à faire des transactions, mais il n'y aura plus d'argent à distribuer. Alors, du coup, il n'y aura plus d'intérêt à miner. Oui, effectivement, il n'y aura plus de nouveaux Bitcoin. Je vais prendre un bloc ici. Donc là, on va voir comment elle fait un bloc. Donc tu vois que dans le bloc, il y a un nombre de transactions, 1726 transactions. Que ces transactions, elles ont un volume total de 23 millions de 23 000. Mais en réalité, il y a 1900 bitcoins qui ont été réellement échangés entre les gens. On voit ici le bloc reward, 25 bitcoins qui ont été donnés à celui qui a généré ce bloc-là. Ce montant-là va descendre par palier, donc bientôt ça va être 12,5, puis après ça va être 6,25, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à presque 0. L'autre montant qui est important, c'est celui-là, c'est les frais de transaction. Chaque transaction qui est là, elle a des frais de transaction qui sont inclus et qui s'ajoutent. En fait, celui qui fait le bloc, il obtient ces deux sommes-là. Ah, okay. Donc, on part du principe qu'en 2140, quand effectivement on arrivera presque à 0 en termes de production de Bitcoin ici, la valeur du Bitcoin sera telle que ces frais de transaction couvriront le coût des minages. Et il y aura et puis chaque fois que le prix évolue, le prix du Bitcoin, la quantité de Bitcoin qui est générée, la quantité de frais de transaction évolue, en fait il y a des arbitrages qui se font entre les mineurs. Et un mineur, il va soit mettre à disposition son matériel pour miner. Il a des coûts en électricité, il faut que ça, évidemment, que ça lui rapporte. Dès qu'il s'arrête en dessous, il arrête ses machines, et puis à ce moment-là, la difficulté généralement baisse, donc les chances d'avoir un bloc augmentent, et tu as des équilibrages comme ça qui se font constamment. Et dans 10 ans, est-ce que vous voyez le Bitcoin dans notre société? Le Bitcoin de l'Ethereum. Alors comme je dis, le Bitcoin il sera utilisé comme un... Alors, d'abord, il va être utilisé dans les endroits où il y a de plus en plus de problèmes liés aux monnaies classiques. Les transferts internationaux, ça prend trop de temps pour les monnaies classiques. Si on va envoyer, nous on a un développeur en Chine, on le paye en Bitcoin, on définit le prix en dollars, on paye en Bitcoin, il nous envoie la facture, 5 minutes après il est payé, et ensuite il vend ça en yuan sur localement, et le soir même il a son argent dans son compte bancaire. Ce qui n'est pas possible à faire si tu envoies des transfusions directement vers la Chine. Donc là, tu as un cas très, très simple de dire effectivement, ben là ça nous apporte un avantage qui est très très fort, et
on ne joue pas avec la volatilité du Bitcoin parce que dès qu'on envoie le Bitcoin, tout de suite, on les transforme en value. Ça, c'est un cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus embêtés, même pour des petites sommes. On essaie de supprimer le cash, de contrôler le maximum de cash. Et puis comme les terroristes ils utilisent des cartes prépayées où ils peuvent payer 250 €, on essaie de contrôler aussi ces petits montants-là. Et donc forcément, il y a de plus en plus de gens, quand ils sont bloqués par l'utilisation de quelque chose, ils vont essayer donc voilà, donc pour finir la question, je vois d'abord ce genre de truc-là, et puis après, à un moment donné, l'infrastructure, elle va s'inverser, comme je disais, c'est-à-dire les services qui s'offrent sur la blockchain deviendront bien plus efficaces que ceux du monde bancaire. Aujourd'hui, c'est encore le monde bancaire qui est plus efficace en termes de nombre de transactions par seconde, ou des choses comme ça. Et demain, ce sera inversé. Je fais une question. Comment ça se passe la transaction passée en guillemets, dans le terme, pas mal, en vraie monnaie du Bitcoin, et vice-versa. Et vous avez surtout parlé, ok, on a je sais pas combien de millions de Bitcoin, ça fait qu'on a 150 millions de $. Donc en guillemets, vous êtes toujours calqué sur une valeur d'une vraie monnaie, et si la vraie monnaie perd ou gagne de la valeur, vous êtes aussi embêté avec le Bitcoin. Pareil, c'est toujours la même chose, c'est que les gens sont, chez les gens, ils ont toujours un référentiel. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu dois, même moi, je paye mon loyer en francs suisses, je mange en francs suisses, je paye les assurances en francs suisses, donc si je suis payé en euros, en Bitcoin, ce qui va m'intéresser, c'est le rapport entre le Bitcoin et le franc suisse, forcément. On n'est pas, c'est comme si demain tu t'es payé en euros, tu es payé en dollars, ou en or physique. Chaque mois, ton employé te donnait de l'or. Tu serais intéressé par tu regarderas toujours dans quelle monnaie tes dépenses principales se font. C'est qui ces institutions qui font la relation Bitcoin-dollar? Parce que quand je reçois mes Bitcoins, j'ai envie qu'on les converte. Votre employé chinois, il va falloir les convertir en yuan. C'est qui va ça qui va verser les yuan sur son compte? C'est des intermédiaires financiers comme des bureaux de change. Nous, la société, elle fait ça en Suisse. Et quand on achète ça, quand on veut les bitcoins, on contacte ces agences, on leur paye ces dollars pour reçoit. L'équivalent en bitcoin, exactement. Et puis, comme un bureau de change, ici, tu viens en disant je veux des euros, et tu donnes des francs suisses. Et ils vont prendre un frais de commission. Ouais, des fixes, oui, on par rapport à alors, non, le cours du bitcoin, alors le cours de toutes les crypto-monnaies, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que dans le monde du bitcoin et du blockchain, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'institution comme ça qui peut essayer de le réguler, donc c'est l'offre et la demande. Donc c'est des places de marché qui existent. Aujourd'hui, il y a un réseau, je dirais peut-être une vingtaine, trentaine de places de marché dans le monde, donc des vraies bourses d'échange, plus peut-être une cinquantaine de brokers, comme on fait partie. Donc c'est des gens qui font le bureau de change. Voilà. Et puis c'est cette économie-là qui fixe le prix sur une offre et la demande. C'est pour ça, par exemple, que si on regarde le prix de l'Ether, est parti vraiment en très faible native, il est parti très haut parce qu'il y a beaucoup de demandes pour l'Ether. Donc plus il y a des gens qui achètent, plus il monte. C'est vraiment des marchés purs, assez purs sur les prix. Voilà, ouais, parce qu'il y a des questions, et puis après. Il faut descendre au niveau local. Ce que vous faites à Neuchâtel, c'est assez génial avec Wiki, en fait. Ouais. C'est probablement des emplois de demain. On a tous besoin d'emplois demain. Et puis, ce que vous faites avec votre DAO, quelque part, la première en guillemets souscription, ça s'arrête le 28 mai à midi. Oui. Pourquoi? Et puis, est-ce qu'il y aura une limite plus étendue en termes Alors, une chose très importante, la DAO, c'est pas visible. C'est un truc complètement indépendant. Sur le blockchain, le DAO a sa propre vie aujourd'hui. Okay, ce sont des informaticiens en Allemagne et en Angleterre qui ont envoyé ça sur le réseau blockchain, Ethereum. Et nous, BITI, on est un bureau de change. On fait Bitcoin en Suisse, Ether en Suisse. On a dit si vous voulez envoyer des Ethers sur la DAO, nous, on vous l'organise plus facilement pour vous.
c'est ça qu'on a vu. Donc vous leur proposez une sorte de marché, puis vous prenez une certaine... En fait, lorsque vous venez chez nous et que vous voulez acheter des terres, on vous envoie des terres, on prend une commission. D'accord. Si vous venez chez nous et vous dites je veux aller sur la DAO, en fait, je vais faire exactement la même transaction, exactement le même frais, sauf qu'au lieu de vous renvoyer les terres à vous, je les envoie en votre nom à la DAO, et la DAO, elle sait que vous avez tant de tokens. D'accord. Les automates à billets, c'est un coût. Les automates à billets, c'est un coût aussi. Il y aura des terres dessus. C'est génial, ça répond à la question comment on peut toucher la monnaie. Oui. Alors là, c'est la traduction billet vers Bitcoin. Vous pensez en développer plus que c'est en ligne? Oui, l'idée c'est dans la En Suisse, on a déjà le réseau le plus important de Bitcoin, de distributeurs de Bitcoin du monde. Tout le monde regarde ça. Il y a une quinzaine de machines en Suisse sur deux entreprises plus 2-3 individus qui ont des machines. Et nous, on voit ça comme un peu le distributeur du futur. Ça veut dire un distributeur qui est déconnecté de la banque. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à une machine, à mettre un billet et puis proposer à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, qui serait sur un autre distributeur Bitcoin aussi, de récupérer finalement l'argent de l'autre côté. Toujours une histoire de frais, évidemment, mais c'est une technologie, c'est ce qu'on peut faire sur notre technologie. C'est toujours comme ça, il n'y a jamais de banquier dans la salle, parce qu'il devrait en fait. Il n'y a jamais de personnes qui viennent du monde de la banque. C'est ce que vous faites. Ah, voilà, d'accord. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Je trouve que ça va manquer. Oui, si. Moi, je viens du monde du. J'ai fait ma partie dans le monde du négoce, de l'électricité, et où c'était assez intéressant, certaines problématiques. On a déjà certaines problématiques assez proches, et on avait développé des trucs très similaires au blockchain. La communauté de l'électricité en Europe a fait des choses assez proches du blockchain. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant, en fait, le monde de la banque s'est intéressé d'un coup. Ça s'est passé en 6 mois, il y a eu un changement en tout cas de mentalité qui s'est fait. C'est-à-dire qu'au début, il y a le Bitcoin qui est arrivé. Bitcoin a été fait par des informaticiens qui viennent du monde de la banque quand même, mais qui étaient généralement assez frustrés par rapport au monde de la banque. Parce que c'était la crise de 2008. C'est la crise de 2008. Les informaticiens sont mal considérés, alors que c'est les piliers aujourd'hui, les piliers de la banque en termes d'ouvriers, ce sont les informaticiens, mais ils sont en même temps très mal considérés. Donc voilà, il y a cet environnement-là, ils créent une monnaie alternative qui, d'un point de vue politique, ce message est passé en disant on va éviter les banques. Moi, je prends pas ça, je prends une redéfinition du monde qu'on va se faire, comme je vous expliquais avec cette innovation de l'infrastructure. Mais ce Bitcoin a pris une dimension très liée au dark market, liée au trafic de drogue, liée à un certain nombre de choses qui n'étaient pas très acceptables pour les banques. Mais en même temps, c'est imposé comme monnaie de référence dans le réseau. Après, donc à un moment donné, les banques se sont rendues compte qu'il y avait ce blockchain qui arrivait, qui commençait à avoir des services qui pouvaient peut-être concurrencer. Donc là, ils se sont dit, blockchain, Bitcoin, c'est une bonne idée, il faut qu'on trouve notre idée à nous. Donc d'un coup, ils ont décidé de renommer le Bitcoin. Ils ont dit, on va appeler ça blockchain. Donc ça, c'est la première étape. En disant, c'est la technologie qui est en dessous, et c'est mieux, et c'est, voilà, comme ça, on enlève le Bitcoin. Et parce qu'en fait, ils ne pensaient pas, il y a beaucoup de gens encore dans le monde de la banque aujourd'hui qui pensent que c'est possible de faire un blockchain sans argent, sans monnaie dans le blockchain. Mais le Bitcoin a l'argent aussi qui est associé à ça. Alors, il y a eu cette proposition-là, et puis à un moment donné, il y a un jeune Vitalik qui arrive avec son projet Ethereum, et on peut faire d'autres choses, on peut faire plein de choses que le Bitcoin ne peut pas, et puis il n'y a pas cette mauvaise aura que le Bitcoin a, donc on dit, super, allez, Ethereum devient le blockchain des banques. Et donc, il y a tout un groupe de banques qui se sont lancés avec UBS, Credit Suisse, qui sont dedans aussi, dans ce groupe qui s'appelle F3, ils étudient les services sur Ethereum. Et ce qu'ils n'ont pas compris, parce que je discute avec les gens de ce monde-là, ils n'ont pas compris que Ethereum a aussi sa propre monnaie, et qu'elle est pire que le Bitcoin, dans le sens où elle est plus volatile, et que le premier service qu'on a trouvé
réel d'achat de Bitcoin. Par exemple, Ether, c'est un service d'achat criminel de botnet. Donc si vous voulez attaquer d'autres ordinateurs, vous pouvez acheter des ordinateurs, un réseau de botnet en Ether. Je veux dire, oui, l'argent sera toujours utilisé pour des fins criminelles à un moment donné. Pour les impositifs, c'est bon grâce avec le licencié, tous les paysans. Voilà, alors ça c'est oui, mais alors là aussi, il faut faire attention, c'est que ce forme de registre-là doivent se créer sur des infrastructures qui sont vraiment les plus répandues. Et si on décide de faire un blockchain spécifique à un service particulier, ça va être très difficile qu'il puisse s'étendre. Aujourd'hui, si on veut développer un service, il faut le faire sur Ethereum ou sur Bitcoin. Ce sont les blockchains qui auront propension à... Donc il y a ce chiffre qui s'est fait en tout cas dans les banques aujourd'hui en disant voilà, on va regarder Ethereum. Et maintenant, il y a un deuxième chiffre qui se fait, c'est que tout doucement, on se rend compte que les monnaies sur le blockchain sont importantes et ont une valeur intrinsèque. Ça va être assez violent. C'est assez violent psychologiquement, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant je veux faire un projet sur Ethereum. Ils décrivent leur projet. Je dis écoutez, Ethereum c'est bien, mais c'est trop jeune. Votre projet, il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour le faire. On va le faire sur Bitcoin. Ça existe déjà. Il y a déjà plein d'exemples de votre projet sur Bitcoin qui fonctionne. On peut faire un prototype facile. Non, surtout pas Bitcoin, parce que Bitcoin c'est mal, c'est volatile, tout ça. L'Ether, c'est aussi volatile, et puis de toute façon, vous allez devoir acheter l'Ether. Ils sont là, il faut acheter l'Ether. Et ils ne se rendent pas compte de ce genre de fondamentaux-là. Ça, c'est en train de maintenant, c'est ce travail-là qui va se passer. Attends, derrière, je suis d'accord. Justement, pour signer les blocs, on voit maintenant, il y a, je sais pas, par exemple en Chine, des trucs comme ça, des fermes de minage. Donc ça fait monter un peu la complexité de la signature, et donc on n'arriverait pas au final à une espèce de recentralisation du truc, qu'au final il y aurait que les plus puissants qui pourraient signer ces blocs. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. En réalité, on voit que non, parce que il y a d'abord, le code de Bitcoin n'est pas fixe, pas figé. Aujourd'hui, cette situation-là est la meilleure qui existe. Il n'y a aucune autre monnaie cryptographique qui a trouvé une solution qui était meilleure que celle-là, qui permettait de résoudre ce problème qui est potentiel aujourd'hui. Ce n'est pas un problème réel, c'est un problème qu'on imagine pour le futur. C'est très important de gérer, de faire la différence entre les problèmes qu'il y a vraiment sur le réseau. Il y a des vrais problèmes, comme dans n'importe quel écosystème, il y a toujours des vrais problèmes. Il y a ceux qu'on imagine dans le futur. Donc ça, c'est un problème qu'on imagine encore dans le futur. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas. On a eu des cas où, effectivement, un pool, un groupe de mineurs avait tendance à prendre de la place, beaucoup de place, et à se rapprocher de 20, 30, 40% de la masse. Et en fait, il y a un mécanisme qui se fait de marché naturel où les gens qui sont actifs dans ce pool-là vont se désengager de ce pool, se reconnecter sur un autre, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que le pool le prenne de la place, parce que ça baisserait la valeur du Bitcoin. Donc en fait, ils se répartissent à l'intérieur des différents pools. En fait, quand vous voyez ici des entreprises, vous avez dit qu'il y a deux types d'acteurs principaux. Il y a des entreprises qui ont des fermes comme Chine, et qui sont, on va dire, des entreprises individuelles, individuelles dans le sens il n'y a que cette entreprise-là qui est représentée, et après les autres, ce sont des pools où il y a dedans soit des gens avec un simple ordinateur, un simple minage chez soi, ou même des fermes de minage qui se remettent dans des pools et qui partagent le travail de distribution. Et eux, ils sont très flexibles, ils prennent beaucoup de place, et dans le futur, on aura beaucoup plus d'appareils qui vont miner. Donc un téléphone aura une petite fonction de minage, même si ça mine de façon microscopique, on peut imaginer un effet de masse qui puisse contrebalancer ça. Et voilà, donc c'est pas encore un truc qui est, c'est pas un vrai problème en réalité aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est intéressante par rapport à Ethereum, Ethereum aujourd'hui a décidé d'utiliser le même système de minage que Bitcoin, parce que s'ils avaient choisi autre chose, il n'y avait pas suffisamment d'expérience ou d'autres mécanismes pour avoir la garantie que le système soit sûr. Aujourd'hui, c'est le système le plus sûr qui fonctionne.
J'ai juste une deuxième question. Vous disiez que on pouvait pas, enfin, je sais pas, vous étiez en train de dire qu'on ne pouvait pas avoir le blockchain sans monnaie en gros. Oui. Si j'ai bien compris. Ouais, les gens sont en jetant dessus. Ouais. Voilà, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Parce qu'il n'y a pas que dans la monnaie où on a besoin d'un système centralisé de signature de quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'exemple, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs, non? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait absolument besoin d'une monnaie pour pouvoir utiliser une blockchain? En fait, le blockchain, la particularité, comme j'ai dit tout à fait au début, c'est qu'on évite le double paiement, on évite la double transaction. C'est ça qu'on cherche à éviter. Pour éviter, parce que c'est ça qui donne la garantie qu'une transaction, qu'elle soit monétaire ou pas, finalement, sur le réseau, soit faite une seule fois. Parce que sinon, si j'ai un système où je peux copier les transactions comme je veux, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va me garantir que c'est pas possible. Donc c'est soit c'est une institution qui va tenir le registre, et chaque fois que je vais faire une transaction, elle va garantir aux autres que effectivement cette transaction n'a lieu qu'une seule fois. Par exemple, j'enregistre une nouvelle entreprise, le registre du commerce, par exemple, j'enregistre une nouvelle entreprise, je fais une modification des statuts de l'entreprise, ça apparaît qu'une fois. Ou alors, là, ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelque chose de distribué. Et pour avoir un truc de distribué, pour éviter cette double transaction, on va donner une valeur à cette transaction. C'est là où il y a cette notion de valeur intrinsèque du jeton qui est utilisée, qui est importante, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule manière qui fonctionne. Il y a d'autres concepts qui existent, je ne les connais pas tous, mais il y a d'autres concepts dans la recherche qui existent, mais c'est le seul qui fonctionne réellement pour éviter le problème du double paiement. Dans le cadre dans ce cas-là, c'est de donner une valeur à ce jeton. Et forcément, donc, s'il y a une valeur, il y a du marché, ça peut être utilisé comme monnaie ou pas. Voilà, c'est ça en fait qui s'est passé. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer correctement. On prend une dernière question. J'avais juste une question par rapport, pour revenir à la question de l'offre et la demande, Oui. en lien avec justement le fait que c'est limité à apparemment 21 millions. Ouais. J'imagine que tout ça est décrit dans le code source. La limite des 21 millions, oui, est décrite dans la manière dont la progression se fait, comment le nouveau Bitcoin arrive. Ça, c'est La formule, quoi. la formule, exactement. Est-ce qu'on a une explication pourquoi ça devrait savoir pourquoi ça a été programmé pour s'arrêter à 21 millions? Parce que la population va augmenter. Pour des questions de... La demande va augmenter. Ouais, c'est pour des questions... Le Bitcoin, c'est pour aussi une question de sécurité psychologique, en fait. C'est un côté psychologique. De savoir que un avoir comme le Bitcoin a une quantité finie, et que cette quantité, comme l'or, entre guillemets, une quantité finie sur la planète, ça crée un modèle économique où, par nature, si c'est utilisé, la valeur de l'avoir aura toujours tendance à augmenter. Oui, absolument. Et donc ça incite, ça crée le fait d'avoir mis un chiffre fixe, 21 millions, ça crée une certitude. Une certitude, c'est bien au moment où on va dans quelque chose qui est complètement inconnu, parce que c'est ça, hein. En 2009, imaginez les premiers qui disent super, je vais aller miner Bitcoin, je vais acheter du Bitcoin, la certitude elle est totale sur comment ça va évoluer. Donc le Bitcoin a eu du succès parce qu'il avait mis en place un certain nombre de certitudes économiques assez fortes et assez froides, comme cette limite de 21 millions, la formule à laquelle on est progressé, et ainsi de suite, et les blocs de minutes. Voilà, ça c'est la raison principale. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que maintenant que les gens ont passé le cap, quand vous passez le cap du Bitcoin, et vous comprenez bien les implications de ça, ce qu'on voit, c'est que quand on passe sur l'Ether, dans l'Ether, on dit non, l'Ether, il n'y a pas de limite. L'Ether, il va y avoir une progression, une inflation du nombre d'Ether de manière régulière. On ne sait pas trop exactement encore comment ça va se passer parce que la méthode de minage va changer,
mais il va y avoir une progression. Et ça choque moins les gens, en fait. Les gens sont non plus enclins à y aller, mais ils utilisent le Bitcoin comme monnaie de refuge. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent aller dans l'Ether doivent passer par le Bitcoin, parce que les banques n'avaient pas prévu non plus c'est que les deux marchés étaient liés. Voilà. Donc ils utilisent, il y a ce mécanisme d'aller-retour entre l'Ether et le Bitcoin. Le Bitcoin est la monnaie stable, l'Ether est la monnaie aujourd'hui de développement et d'innovation. Voilà, merci Alexis. Donc si vous voulez encore discuter de ça, je pense qu'il y a encore, on discute pendant des heures. 1h30, c'était pas prévu. Mais merci Alexis, je pense que c'était très riche. Moi, moi je suis pas du tout du milieu informatique, donc j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais en plus. Mais je veux dire, moi j'apprends plein de choses, parce que tout ce qui est question de code, etc., j'ai l'impression de nager dans des eaux que je ne connais pas du tout. L'intérêt de cette monnaie, c'est finalement son côté justement stable. Il ne peut pas y avoir une inflation comme on a maintenant des static easing. C'est stable pas au niveau du prix. Non, mais ça c'est le prix, voilà. C'est stable au niveau du code, au niveau de l'influence qu'on peut avoir, tout ça. Et puis même la gouvernance qui est associée au comment est-ce qu'on modifie le code, comment est-ce qu'on fait évoluer ce code, parce que c'est le code en fait. La gouvernance du Bitcoin c'est le consensus, donc c'est une gouvernance qui bouge très difficilement. Donc c'est ça. Alors merci, je vous rappelle juste qu'il y a des livres à disposition, des t-shirts, alors j'ai que taille S et M, hein, désolé, alors s'il y a des